Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu pour cette toute nouvelle émission de Tout est simple. Aujourd'hui, nous sommes avec des invités. Vous allez suivre 2 jours de conférence. Et pour cette première partie, ce sera un portrait croisé avec Jacques Crine et Vincent Carré. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors à travers cette interview, on va parler de vos expériences, de vos métiers. Jacques Crine, vous avez fait 60 ans d'aviation. Donc vous allez nous expliquer vos anecdotes, qu'est-ce que l'aviation. Et Vincent Carré, vous êtes aussi ambassadeur à l'ONERA. Et vous vous connaissez aussi très bien dans le monde de l'aviation. Vous allez suivre cette première partie avec nous. Soyez le bienvenu. Jacques Crine, bonjour. Bonjour. En 60 ans d'aviation, avez-vous vu des choses que nous n'avons jamais vues ? Alors ça dépend ce que vous voulez, sur quel domaine de vol vous voulez m'amener. Dans le domaine de l'aviation, j'ai réussi à piloter du Blériot jusqu'au Rafale. Dans le domaine de l'aéronautique, depuis les premiers avions hélices jusqu'aux merveilles électroniques qui sont les Airbus. Et puis pendant ma carrière de pilote de chasse, j'essayais d'intercepter des objets que j'appelle toujours des objets volants non identifiés. Voilà, donc c'était une expérience qui m'a un peu marqué. Ça m'a alimenté une partie de ma réflexion sur ce qui peut bien se passer dans l'univers. Très bien. Une question pour vous, Vincent Carré. Avec quel avion avez-vous préféré voler et pourquoi ? Alors bonjour Léo. Je mettrai mon avion de cœur, c'est le Mirage F1CR, parce que c'est celui sur lequel j'ai fait la plupart de ma carrière. J'ai volé sur moins d'avions que Jacques, mais néanmoins une quarantaine différents. Mais c'est vraiment celui-ci que je préfère, c'est celui que je connais le mieux, celui sur lequel j'ai commencé ma carrière opérationnelle. Et donc j'ai eu la chance d'en faire pendant quasiment un peu plus de 20 ans. Donc c'est vraiment mon avion de cœur. Et malheureusement, il ne vole plus en France, mais c'était un très bel avion. Jacques Crine, après votre carrière, vous avez fait du civil. Notamment, vous avez travaillé chez Air France. Quelle différence vous a le plus touché, vous a le plus choqué en passant dans le civil ? Je suis d'abord passé par Air Inter. Air Inter. Alors, je dis aux jeunes de jamais vous décourager parce que j'ai mis en fait 22 ans à rentrer dans l'aéronautique civile. Mais ma base, c'était l'armée de l'air. Puisque j'avais 15 ans et je regardais, je voulais déjà être aviateur, mais avec les moyens que j'avais, il y avait une affiche qui disait « Allez voir votre aéroclub, si vous arrivez à avoir un brevet, l'armée de l'air rembourse le brevet. » Donc j'ai fait du planeur. Alors des planeurs, quand je vois les planeurs sur lesquels j'ai volé, les planeurs modernes, c'est toujours pas, il y a des évolutions extraordinaires au point de vue aérodynamique. Mais donc, je conseille d'ailleurs, si tu veux faire de l'aviation, même à titre privé, c'est que le planeur te donne le sens de pilotage, c'est-à-dire tu n'as pas de moteur, donc tu es obligé de piloter une incidence, une vitesse, et puis ça donne le sens aussi d'examiner la météo, puisque tu es très tributaire. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le Piper J3 aussi, je me rappelle, c'était un joli jumper. Donc ça donnait vraiment des bases de pilotage, de la maîtrise d'une vitesse, de la maîtrise d'une évolution dans l'espace, et surtout de l'atterrissage. Et l'atterrissage a toujours été posé, pas cassé, contrôlé. Bon, alors là, dans le domaine de la question, c'était de savoir tout ce que ça m'a apporté. Alors, le domaine de l'aviation militaire, moi j'étais pendant la guerre froide, c'était dans les années 66. Donc on était des guerriers pour aller défendre le ciel de France. Donc la situation est maîtrisée, il y a toujours une même règle, les formes de décollage, les formes de navigation, les formes, etc. C'est deux domaines qui se complètent. Il y en a une, c'est un peu un domaine sportif, et puis l'autre côté, c'est un domaine de rigueur. Je vais continuer avec vous, Vincent Carré. Qu'évoque pour vous le mot voler ? Quelles sont les sensations ? Comment ça se passe quand on vole et quand on pilote ? Tout pilote le dira, mais le vol est une sensation extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension supplémentaire par rapport à ce qu'on a en ce moment ici. Donc il y a cette troisième dimension avec des sensations à la fois physiques, mais aussi, on peut dire, intellectuelles, qui sont très différentes. Donc c'est la combinaison de ça qui fait que on peut vraiment tomber amoureux de cette troisième dimension et du vol en général. Et je crois que depuis que l'homme existe, il a envie il voyait les oiseaux, il disait, je pourrais peut-être faire comme eux. Donc ça a été un mythe, et puis petit à petit, et depuis une centaine d'années, nous y sommes arrivés
un peu plus de 100 ans maintenant, et avec une performance et une croissance du vol et de l'aéronautique qui a été absolument extraordinaire, hein, parce que les premières années, il y a eu des progrès, mais vraiment gigantesques, année après année, et finalement, en 50 ans, on n'avait pas tout inventé, mais on avait énormément progressé. Donc le vol, c'est une passion, c'est quelque chose dont on peut devenir presque accro, je dirais, parce que quand on ne vole plus après, on a l'impression qu'il manque quelque chose lorsqu'on est sur le plancher des vaches. Mais Jacques, qui continue à voler beaucoup, le dira certainement encore mieux que moi. Tu as raison, c'est qu'il y a un phénomène émotionnel. Là, je veux dire, c'est toute l'énergie vitale que, je dirais, l'univers nous a donné. Moi, j'avais une formule à un moment, c'était caresser les filets d'air et faire l'amour à l'espace. Parce que on part en vol, on a une mobilisation de tous nos êtres. Il y a des moments, c'est extraordinaire. Les évolutions, et le regard. Moi, j'ai eu des extases en vol, un jour en présentant des avions, ou dans le domaine du guerrier, quand on faisait du combat. Et il y avait une étape, tu me disais, n'oublie pas que faut revenir sur Terre, il faut reprendre des choses. Alors que tout l'être se met, on prend des accélérations, on a les deux hémisphères cérébraux qui travaillent, on a le regard. Et moi, je disais, ça te fait faire l'amour à l'espace, quoi. Je continue avec vous, Jacques Rine, parce que vous avez survécu à plusieurs crashs. Comment ça se fait que vous avez réussi à continuer? Comment le moral vous a fait continuer alors que certains auraient pu arrêter? Effectivement, j'ai eu 4 accidents graves, où normalement, logiquement, je serais passé de l'autre côté, je serais allé voir les anges. Les premiers, c'était une panne de moteur, c'est tout avec les avions militaires. En T-33, j'ai eu une explosion au décollage, j'ai compartiment batterie, donc à moi la terre, le ciel m'abandonne. La dernière image que j'ai, c'est que c'est le cadre devant mes yeux. C'est formidable l'acuité qu'on peut avoir. Le T-33, c'était un avion assez gros. Bon, j'arrivais à le retenir, mais j'ai vu le choc, et ce qui m'a étonné dans la demi-seconde où j'étais tout en train de mourir, je regardais l'herbe et je voyais de l'herbe avec des détails comme si j'étais au microscope. C'est vraiment les fonctions du cerveau. Bon, une autre fois, c'était avec le Mystère 4, qui était le premier avion supersonique français. Et alors là, j'étais très fier parce que l'armée de l'air m'avait conservé. Et j'étais à un grand meeting à Saint-Dizier. Alors, j'étais très fier parce que le vieux colonel, avec son Mystère 4, qui était l'avion historique de Saint-Dizier, et j'avais les Jaguars autour de moi. Et au moment où on arrivait pour faire la présentation, mon réacteur explose. Le réacteur explose. Alors, j'ai une anecdote, c'est qu'à l'époque, c'était le film sur le Tyrannosaure Rex dans Jurassic Park, et on était fascinés par ceux qui faisaient voir le film. Ils avaient retrouvé le rugissement du Tyrannosaure Rex. Et je peux vous dire, quand ça pétait derrière, c'était une plainte, un rugissement mécanique épouvantable. Bon, j'ai même pas eu le moment de regarder les compteurs. Je dis, bon, c'est là, je dis, c'est foutu, quoi. Donc mes trois collègues, j'ai entendu le pilote qui était derrière moi, qui était en colonne, qui a dû commencer à prendre des flammes avec le morceau, qui avait porté un juron. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégagé, deux autres ont dégagé. Il y avait deux choses. Le premier réflexe, c'est s'écarter, s'éjecter. Et en fait, c'était pas trop l'environnement, on n'a pas envie. Mais surtout, ce qui m'a gardé, c'est que là où j'étais, j'ai dit, je peux ramener l'avion. Voilà, je peux ramener l'avion. Et en fait, je pensais que j'allais déjà être haut, j'allais être trop vite, et j'avais demandé au directeur des vols de m'allumer la barrière d'arrêt qui est à ce qu'on appelle la contre-QFU. On me disait, même si je me pose à 180 km/h, à 160, je me fous dans la barrière, je sauve l'avion. Et on ne pense pas sauver sa peau tout de suite. Par contre, je fais ma manœuvre, et là, le réacteur coince, il n'y a plus d'hydraulique. Je sors le train, j'ai réussi à sortir le train d'atterrissage qui verrouille, plus d'hydraulique. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a plus d'hydraulique, il n'y a plus de commande de vol, sauf l'ingéniosité de M. Marcel Dassault, qui avait fait un petit secours électrique qui alimentait les servocommandes. Donc j'avais encore les mêmes. Alors j'ai jamais aussi bien piloté de la vie, je peux vous dire, j'ai rendu ce que j'ai appris sur planeur, etc. Et il y a un moment, ça ne passe plus. Et là, vous dites, c'est foutu. Et là, vous avez une espèce d'énergie au fond de vous-même, c'est une terreur. Et le réflexe, en fait, c'est de le retenir. Bon, et là, j'ai vu ma mort. Et ma mort, j'étais en colère. Je dis, c'est moi qui me tue. C'est pas toi, c'est moi qui vais. Et en faisant ça, je l'ai visé. Et en faisant ça, tu comprends, là, j'ai remis de l'incidence. Et ça m'a permis de faire une espèce d'arrondi au lieu de décrocher. Parce que j'avais retenu l'avion, il a décroché. J'ai cogné très dur. 22 secondes de crash. Bon, puis je suis là, pour en parler. Alors, c'est toujours une interrogation, parce que c'est une interrogation. Après, on s'interroge sur le pourquoi de sa vie et pourquoi dans des moments comme ça. C'était un peu comme si, les images qui me venaient, vous savez, les dieux de l'Olympe, avec Ulysse ou n'importe quoi, qui dit, on va encore jouer avec lui. Et il me sortait la vie. Sauf que Jacques, tu as dit, au début, tu voulais pas sauver ta peau, mais sauver l'avion. Oui. Finalement, tu n'as pas sauvé l'avion.
Non, mais c'est une bonne remarque. J'ai pas sauvé l'avion, mais c'est l'avion qui m'a sauvé. Ouais. Et là, je reviens, on peut rendre grâce au constructeur, c'est que il n'a pas explosé. J'ai bien cogné. Normalement, il paraît qu'il y a le film qui est assez important. Je veux dire, une notion aussi qu'on peut avoir d'humilité, c'est que comment dirais-je, il a été très solide en fait, il a réussi. Et quand j'étais en train de me cracher, il y avait deux petites roubades qui étaient à la tour de contrôle, qui ont vu le phénomène. Ils m'ont dit, alors tu filmes, tu me feras une copie. Oh là là, le mec. Oh, mais il me fout de la terre partout. J'ai nettoyé le taxiway ce matin, il me fout de la terre partout, ce con. Et je suis en train de mourir en direct. Alors, les états d'âme qui viennent avec ça, c'est assez étonnant. Et puis le dernier, c'était avec Belmondo. J'ai tourné un film qui était L'As des As, et on avait refait un espèce d'appareil à l'ancienne. C'était aussi pour la postale. C'était des épisodes de l'aviation depuis le début jusqu'à la fin qu'on faisait l'affaire Théalet. Et là, pareil, je décolle. Et pourtant, c'est marrant, on sent les choses. Le matin, j'avais du mal à décoller. J'ai regardé l'avion partout. Partout. J'ai fait un point fixe long, parce que c'est quand même une vieille machine, etc. Puis c'est un gros. Je décolle, et après le décollage, le moteur s'arrête. Il s'arrête. Mais alors, une chose que peut-être maintenant on dit c'est pas à faire, c'est faire demi-tour. Mais j'ai fait demi-tour. Il m'a manqué 5 mètres d'altitude, parce que faire demi-tour au terrain de la Ferté, c'est sur un plateau, il y avait une ligne de chêne. Et je les ai vus devant moi. Alors d'abord, c'est toujours pareil, la relation qu'on peut avoir avec la mort, c'est qu'il y avait une carrière juste au pied de la colline de la Ferté-Alais. Et il y a un moment, je dis, je me fous là-dedans, ils me foutent de la terre par-dessus, c'est réglé. Il reste assez net. Alors, à un moment, j'ai essayé. Également, c'est qu'il y a des grands érables et des petits. Et j'ai un copain un jour qui s'est planté aussi en Mystère 4, qui a voulu éviter le plus gros. Ça a pris à l'antenne de l'avion, ça fait faire un quart de tour, ça a cassé la nuque. Et là, j'ai visé le plus gros chêne. Je peux vous dire, on peut dire que le moteur, c'est des Pratt & Whitney énormes, comme des moteurs de T6. Ça décapitait le chêne. Ça m'a arrêté et on est tombé 5 mètres plus bas. La chance, c'est que l'avion n'a pas pris feu. Après, on m'a appelé le bûcheron de l'Essonne, quoi. Alors ça, c'est des anecdotes. Et il y a un moment dans ma vie, j'arrête ça, je vais comprendre pourquoi ces événements-là me sont arrivés. Alors après, c'est une histoire, disons, intérieure. Si je raconte les idées que j'ai eues, je me pensais ça sort des sentiers battus. Mais parce qu'à chaque fois que je réussissais dans ma vie quelque chose qui m'était important, en fait, je me mettais à mort. Et j'ai cherché à savoir pourquoi. Alors après, ça peut venir, toute votre vie vous amène à ça. C'est quelque part, vous avez une énergie vitale qui vous pousse à devenir quelqu'un, reconnaître l'ego, devenir quelqu'un. Et il y en a une autre qui est l'énergie négative. C'est un peu comme les dieux. Les Grecs avaient raison. Il y en a qui jouent avec vous, il y en a qui veulent votre mort. Vincent Carré, depuis le 1er septembre 2020, si je ne me trompe pas, vous êtes ambassadeur pour l'ONERA. J'imagine que pour vous, c'est une reconnaissance, une chance. Effectivement, depuis le 1er septembre 2020, je rejoins l'ONERA. Alors, je ne sais pas si le titre d'ambassadeur est tout à fait adapté. En fait, je suis salarié de l'ONERA, donc j'occupe de diverses fonctions dans cet organisme. Une question que tu aurais pu me poser, c'est pourquoi l'ONERA ? L'ONERA, parce que après une carrière assez longue dans l'armée de l'air, donc je suis resté un petit peu plus longtemps que Jack. Je suis allé jusqu'au bout où je pouvais aller, c'est-à-dire pendant 37 ans. Et je voulais rester au contact de l'aéronautique. Je voulais rester au contact des armées, parce que j'ai un attachement à travailler pour le ministère des Armées. Et donc ça tombe bien, l'ONERA est un organisme qui fait de la recherche aéronautique et spatiale sous la tutelle du ministère des Armées. Donc j'ai eu l'opportunité d'entrer dans cet office où je suis toujours aujourd'hui, un petit peu plus de 5 ans après. Et je regrette absolument pas, parce que ça me permet d'être au contact de personnes qui sont tous des chercheurs éminemment compétents, des hyper spécialistes de leur domaine, et qui travaillent tous pour le futur de l'aéronautique. Donc finalement, j'ai un passé en ayant beaucoup volé. Maintenant, je vole bien moins. En revanche, je continue à travailler de manière un peu plus scientifique, si on peut dire, au profit de l'aéronautique et de l'aéronautique de demain. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce portrait croisé. On va continuer cette deuxième partie d'émission sur la conférence à l'assaut de l'air. Vous allez voir, c'est très intéressant et notre émission continue. Et on continue cette deuxième partie de notre émission Tout est simple, ici à la mairie d'Hermillon, pour la conférence à l'assaut de l'air. Vous allez voir, il y a différents invités et c'est très intéressant. L'émission continue.
Et du coup, en vol, eh bien, il y a 9 avions. Vous les voyez uniquement au 14 juillet quand ils volent à 9, ce qu'on appelle en Big Nine. Comme ça, vous pourrez faire les malins au 14 juillet en disant « Ah, ils sont en Big Nine ». Et donc en Big Nine, on a 3 avions de chaque couleur. Comme ça fait 3 bleus, 3 blancs, 3 rouges. Il y a une année, il y a eu une erreur de fumée, on en parlera au cocktail si on fait un cocktail, après je sais plus. Et donc quand on défile à 9 uniquement au 14 juillet. On l'appelle Big Nine parce que c'est les Anglais qui l'ont inventé, et donc c'est la seule formation qui a un nom anglais. Les autres, c'est des noms français. Et le reste du temps, à part au 14 juillet, on vole toujours à 8. Dans cette formation principalement qu'on appelle le diamant. Et là vous voyez, hop, bonsoir monsieur, et là vous voyez qu'on a tous un numéro. Alors la patrouille, on a un indicatif, on a dit Maverick, etc. Easy, c'est un indicatif personnel, mais dans un avion, une patrouille, un indicatif officiel à la radio, quand on traverse les espaces aériens, etc. Eh bien, c'est Atos, voilà, un pour tous, tous pour un. Les Atos, c'est ça, l'indicatif de la patrouille de France. Et donc en vol à 8, eh bien voilà, vous avez les numéros et les positions de chacun. Le leader, le 1, les intérieurs, 2 et 3, le charognard, et donc c'est là, pour répondre à ta question, où j'étais en 2014, on l'appelle le charognard, le numéro 4, parce qu'il est juste derrière le leader, et il mange littéralement les fumées du leader. Et l'année d'après, il prend sa place. Donc c'est un peu la charogne. Et c'est un petit surnom que d'ailleurs le charognard aime bien. Là il y a le nouveau, Marcel là, Proust, voilà, son surnom. Donc c'est Ludovic Proust, son surnom c'est Marcel. Et du coup, Marcel, je lui ai envoyé un texto hier parce qu'il est devenu charognard de la patrouille de France hier. Donc le charognard, hop, les intérieurs, les extérieurs, extérieur droit, extérieur gauche, et les solos, leader solo, second solo, on les appelle les solos parce que c'est eux qui font des croisements vraiment rapprochés, époustouflants, etc. Donc ça, c'est la formation diamant. Et après, eh ben, le box avant, c'est les 4 premiers qui restent comme ça dans cette formation diamant, et les autres changent de position, et ça fait énormément de figures différentes. Voilà, ça vous donne un petit peu le paysage. Donc charognard, j'étais là en 2014, et là en 2015. Alors la tension, elle est terrible, on pourra en parler, c'était ça aussi dans l'engagement. C'est les nerfs en fait. C'est on est extrêmement nerveux, parce qu'on n'est pas loin les uns des autres, parce que, en fait, alors je vous expliquais peut-être le fonctionnement, mais après ce que j'ai dit, on va en avoir pour longtemps. Qui fait quoi? Le leader, c'est le seul qui pilote la trajectoire et qui regarde dehors. Donc lui, son travail, c'est d'amener la patrouille au bon endroit, au bon moment, à l'heure, etc., et en toute sécurité. En gros, vous branchez votre poste télé ou vous êtes sur les Champs-Élysées, si la patrouille elle est à côté ou elle a défilé alors que le président n'est pas là, ou j'en sais rien, c'est la faute du leader. Voilà. Donc lui, c'est la boussole, un peu, hop, c'est la trajectoire, il fait la trajectoire. Et les 7 autres appareils font une seule chose. Ils tiennent leur place. On tient sa place. Et on ne regarde pas ce que font les autres. Et c'est là, pour répondre à votre question, que c'est extrêmement nerveux quand on est équipier, c'est que chacun tient sa place, pas par rapport à l'avion qui est le plus proche de lui, mais par rapport à un seul repère, le leader. Donc le numéro 2, il a des repères d'étagement, de retrait et d'écartement par rapport au leader. Le numéro 8, il a ses propres repères à lui, pour tenir la position de façon symétrique, des propres repères par rapport au leader, et il fait abstraction du numéro 2. Ça veut dire qu'il le voit parce qu'il est devant lui, mais il fait abstraction et il regarde derrière les repères du leader. Et donc c'est extrêmement nerveux parce que si jamais le 2 il bouge, etc., et vous l'avez vu sur les images, c'est pas forcément stable et laminaire, et ben ça demande énormément d'énergie de concentration. Le vol, la démo aérienne, dans son intégralité à la fin de la saison, ça dure à peu près 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Et on perd quasiment 2 litres d'eau, même à la fin de l'année, parce que c'est extrêmement engageant. Ce que je vous demande, les amis, une chose, vous imaginez dans la position que vous voulez. Sauf en leader, parce qu'on a dit on ne peut pas le remplacer, machin. Vous imaginez à droite, à gauche, dans la position que vous voulez. Vous suivez juste comme ça. Quand vous entendez, et je renverse à droite maintenant, c'est qu'on va se mettre en virage à droite, et on va s'écarter pour faire les tonneaux simultanés. Et là, vous allez avoir l'image réelle, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire tous ensemble. Formation top, la fumée top. On branche la fumée, formation, c'est-à-dire qu'on s'écarte les uns des autres. On s'écarte, on va dégauchir, ça va mettre les ailes à plat. On va voler tous, les uns à côté des autres, écartés. Et je dégauchis maintenant, c'est-à-dire que je mets les ailes à plat. Et là, je vais annoncer stabilise,
On essaye et après on part en vol. Et on le fera une fois. Bah, et on n'a que chance quand même. On va d'abord vérifier. Donc on imagine qu'on a déjà stabilisé, formation. On vérifie qu'on est synchro. Alors imaginez que vous avez le manche dans les mains. Fumée coupée, top. Tonneau, top. Allez, on recommence. On soit synchro. Fumée coupée, top. Tonneau, top. Je vous donne une astuce. Le tips, c'est que quand je vous parle, et ben dans l'avion, c'est pareil. J'appuie avec le pouce sur l'alternat radio du manche pour que quand je parle, avec la radio UHF, vous entendiez. Et donc quand j'avance tonneau top, après il faut que j'enlève mon pouce de l'alternat et que je tourne le tonneau. Et c'est 2 secondes. Et donc quand j'annonce stop, ça fait 1, 2. C'est pas 1, 2, top. C'est 1, 2. Fumée coupée, top. Tonneau, top. Allez, une dernière, on part. Allez, on reste concentré. Fumée coupée, top. Tonneau, top. On est parti. Évoquons, si vous le voulez bien, le sujet de la protection et de la défense aérienne. De la basse altitude à la très haute altitude, THA, la gravité et la diversité des menaces qui s'exercent sur notre espace aérien sont d'autant plus marquées par les récentes violations de celui-ci, des conflits du Proche-Orient et en Ukraine. Je vais laisser la parole à Gil, qui va introduire donc le sujet. Bonsoir tout le monde. Donc nous avons passé en demi-heure très sympa, sur le côté joli. Ce sont des machines très très belles, pilotées par des gens d'exception. Mais tout ça sert à quoi? Ça coûte très très cher. Ça sert à, si on est vraiment bon à empêcher la guerre, parce qu'on va faire peur aux autres, c'est la dissuasion, et si on n'est pas aussi bon, mais on est quand même pas mal, c'est de gagner la guerre, qu'on n'a pas su empêcher. Oui. Donc, comment on le fait? C'est ça la question. Ce qui est intéressant dans les paysages géopolitiques, je vais mentionner 3 grands événements. D'abord, évidemment, la guerre en Ukraine. Donc, quand on parle de la guerre en Ukraine, pour la dimension aérienne, on parle beaucoup de drones, bien évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, entre la tête de Fantassin et le pilote, il y avait parfois des hélicoptères de combat, très rarement des drones de reconnaissance, et rien. Aujourd'hui, c'est comme un nuée de moustiques. C'est épais comme une soupe. Ils sont des dizaines, parfois même plus, à toutes les hauteurs, à tous les niveaux. Donc c'est quelque chose de nouveau, et ça, ce sont les petits. On a aussi des grands, on a aussi des moyens. Ça, c'est le 2e élément. 3e élément, on se pose la question, comment ça se fait qu'après 3 ans et demi, ni l'armée de l'air ukrainienne, ni l'armée de l'air russe ne fait pas comme s'il était chez lui, chez l'autre. Ce qui me ramène à une autre guerre, c'est la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Là, il y avait une sorte de démonstration du contraire. C'est qu'il y a une armée de l'air qui commence par détruire tout ce qui peut les déranger chez l'autre. Et ensuite, quand le ciel est ouvert, l'armée de l'air sort de son, cet aspect narcissique, moi, et puisqu'il n'est plus en danger, il commence à s'occuper des problèmes des autres. Donc le nucléaire, ou s'il y a des forces terrestres, il aide les forces terrestres, et si c'est une guerre qui va s'inscrire dans la durée, il est en train de taper sur les moyens de l'autre, les usines d'armement, les chemins de fer, etc., etc. Tout ça vient après. Nous n'avons pas vraiment vu ces genres de séquences en Ukraine. 3e événement, très intéressant, plus court et moins discuté, ce sont la petite guerre entre le Pakistan et l'Inde. C'était au mois de mai cette année. Et on a un petit peu plus parlé en France de ça qu'ailleurs, parce qu'il
il y avait des Rafales qui étaient impliquées dans ces échanges. Et là aussi, nous avons vu des choses sans précédent, donc des tirs de missiles par des avions sur d'autres avions en très très grande distance. On a vu d'autres plateformes prendre les contrôles de ces munitions pour les guider, et on a vu des avions toucher très 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 loin de la plateforme qui a lancé les missiles. Donc nous sommes entre ces trois événements avec beaucoup d'éléments intéressants pour essayer de penser cette guerre aérienne qui a d'un côté 110 ans à peu près depuis 2014, depuis 1914-1915. Bien le micro là. Oui, pardon. Donc cette guerre qui a 110 ans, qui est plutôt jeune, mais qui change beaucoup. Donc la première question que je vais poser à Roman, c'est vous avez été formé 10-15 ans après la fin de la guerre froide. Oui. Et c'était un moment où l'armée de l'air française, les armées de l'air de l'OTAN avaient un avantage technologique énorme sur tout le monde, y compris les Chinois. Oui. Et on s'est battu contre des adversaires comme ce soit Al-Qaïda ou les talibans au Mali ou ailleurs, sans armée de l'air. Avec certains moyens, ils pouvaient tirer de SAM-7, des trucs comme ça, donc c'était pas complètement... Exactement, et je pense qu'on a même perdu un hélicoptère au début de la guerre au Mali, de l'aviation de l'armée de terre. Mais c'est quand même une machine volante. Et donc, mais c'était des adversaires qui, pour la force aérienne, n'étaient pas au niveau. 20 ans plus tard, nous sommes en train de nous préparer à faire face aux Russes et aux Chinois. Et ceux qui sont un peu sur Twitter, ils voient les machines chinoises qui sortent ces derniers temps. C'est vraiment la guerre des étoiles. La 6e génération, le J-20. Oui, c'est-à-dire des choses très, de point de vue esthétique, très belles, mais aussi qui font réfléchir sur notre niveau par rapport à eux. Donc, et vous qui êtes militaire des carrières depuis 20 ans, racontez-nous un petit peu ces changements d'environnement stratégique. Alors 26 ans, 27 ans cette année. Alors c'est complexe comme question parce qu'il y a plein d'éléments. Les armées évoluent au gré de la géopolitique, géopolitique comme tu as dit, avant guerre froide, après des opérations extérieures, en fait quand il y a un conflit ou il n'y a pas de conflit, des aides humanitaires, quand il y a géopolitique, il y a un événement, il se passe quelque chose, les armées, c'est leur métier de vous défendre, et puis d'intervenir quand il y a besoin en fonction des directives de l'autorité politique, etc. Donc ça dépend de la conjoncture. Donc du coup les armées s'adaptent en permanence à ce qui se passe sur la planète Terre, c'est ça le truc. Et ensuite, elles évoluent au gré, pour l'armée de l'air, du progrès. Parce qu'on ne vole pas sans rien. Et donc, les petits avions, au début, tu parlais de 1914, donc en fait, l'aviation militaire, l'aviation de chasse, elle est créée en 1915 à Verdun. Effectivement, c'est de la toile, c'est les biplans, etc. Et elle évolue au gré du progrès. L'armée de l'air, elle est créée le 2 juillet 1934. Et ensuite, grâce à nos industriels, etc., il y a un essor industriel énorme. Et puis, les avions évoluent, etc., au gré du progrès. Donc, l'armée de l'air, ce que je dis toujours, elle a 91 ans, en fait, elle a l'âge du progrès. C'est ça. Et donc là, tu parlais de très haute altitude. Maintenant, il y a des ballons qui peuvent permettre donc on va faire ça. L'espace, parce qu'il y a eu la course à l'espace, donc on peut faire ça. Les drones, parce que technologiquement, on peut le faire. L'hypervélocité, pour la même raison. Donc du coup, tout ça évolue. Et aussi au gré de la politique intérieure. Professionnalisation. Hop, il n'y a plus de petits Français dans les armées, on arrive à se réorganiser. RGPP, réforme générale des politiques publiques. Un fonctionnaire sur 2 en moins. Concrètement, pour l'armée de l'air, on est passé à moins 25% du personnel en 3 ans. Et, donc politique intérieure, il y a ça, etc. Ça, c'est 2008-2011. 2011. Voilà, il y a ça. Et ensuite, le coût du progrès. Et donc, notamment dans l'aviation. Parce
qu'on appelle, tu connais, le principe d'Augustine. Le principe d'Augustine, pour ceux qui ne connaissent pas, Augustine, c'était le patron de Lockheed dans les années 60 à peu près, qui est devenu Lockheed Martin, et lui, il était en train de faire son business, et il a vu l'augmentation des prix des matériels aéronautiques, et il a eu cette prédiction qui est finalement du bon sens. Il suffit de regarder les enfants, combien coûte votre téléphone portable aujourd'hui, combien il coûtait il y a 10 ans, et il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Et bien, c'est la même chose. Un avion de chasse, pour répondre à ta question, donc il y a plein de questions parce que c'est extrêmement complexe, mais c'est intéressant. Du coup, mon avion, le Mirage F1, il est là en photo, il coûtait 10 millions d'euros. Il a été retiré du service en 2014. Est-ce que vous savez combien coûte un Rafale? 80 Eh bien, c'est la bonne réponse, c'est parfait. 80 millions d'euros. Et il y a quoi avec 80 millions d'euros? Siège en cuir. Et il y a même le McDo qui est servi en McDrive. Non. Et dedans, il n'y a pas d'armes. C'est l'avion, la frame, comme on dit, hop, les moteurs, etc. Et pour info, le F-35 pour 100 millions. Il y a l'avion, il n'y a pas les moteurs. Et ça appartient pas, c'est pas le problème de l'État, enfin c'est le problème, c'est le problème de tout le monde, mais c'est pas l'armée, elle est, comme disait le général de Gaulle, chacun fait selon l'œuvre de ses armes. Nous on fait avec les armes qu'on a, c'est pas nous qui construisons les petits avions.